Board. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence sur les choix alimentaires qu'on peut faire une fois qu'on a peut-être déjà une alimentation plus végétale. Je suis très contente de vous voir ce soir. Moi, je suis Femke Bergsma, je travaille au GRAM, le groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement. Et on est donc un groupe environnemental que je vais vous présenter tantôt. Je vais aussi me présenter moi-même et je vais vous parler de toutes sortes d'enjeux environnementaux qui ont lien avec notre alimentation. Donc, le GRAM, c'est ça, c'est notre mission, c'est de créer des collectivités résilientes dans un environnement sain et durable. On est un groupe qui existe déjà depuis 30 ans, plus que 30 ans. On a différents objectifs que vous voyez à l'écran. On a trois champs d'intervention, enfin de champs d'action dans lesquels on travaille. On travaille notamment en éducation et sensibilisation, désolée, comme je fais ce soir. Puis, on travaille en influence auprès des décideurs et on travaille aussi en intervention directe sur le terrain. On a donc, donc dans ces pôles, il y a différentes activités. En éducation, sensibilisation, on va beaucoup dans les écoles pour donner différents ateliers. On a des séries d'ateliers, notamment sur les gaz à effet de serre. En influence auprès des décideurs, on participe à des consultations et on écrit des mémoires. Puis l'intervention directe sur le terrain, c'est deux grands champs d'intervention en fin de compte. Je vais vous montrer nos volets d'intervention, mais ça se divise entre le verdissement et le programme Écoquartier Lachine. Le GRAM est mandaté par l'arrondissement de Lachine de donner le programme Écoquartier donc dans l'arrondissement. Et notre département de verdissement plante énormément d'arbres dans l'ouest de l'île de Montréal, à Lachine, mais aussi donc dans d'autres villes et arrondissements. Et le programme Écoquartier, moi, je suis la coordonnatrice du programme Écoquartier. Le programme Écoquartier est là pour aider les citoyens à devenir plus actifs, plus éduqués aussi au niveau environnemental. On offre des ateliers, on offre des kiosques, on fait des opérations de nettoyage, on fait des activités comme du jardinage collectif, et puis des ateliers de couture, et là j'en passe. Donc voilà un peu dans tous les champs qu'on peut être actif, des transports actifs, on va intervenir, c'est ça, en agriculture urbaine, gestion des matières résiduelles. Tout ça, on touche à tout ça. On a un point de dépôt où les gens peuvent apporter des choses que de recycler, mais pas mettre dans le bac vert, comme par exemple les électroniques ou les batteries et les cartouches d'encre. Et puis, on a une petite éco-boutique. Et bon, c'est ça, on essaye de faire notre petit bout à l'environnement de notre côté. Moi-même, pourquoi je suis là? Mais je suis là parce que mes racines, je viens des Pays-Bas originalement, c'est pour ça le nom bizarre. Ça fait déjà 30 ans que je suis au Québec et j'ai grandi en adolescence. Pendant mon adolescence, j'étais déjà végétarienne, donc un intérêt pour la nourriture, c'était déjà là quand j'étais jeune. Et je dois dire que c'est surtout la naissance de mes enfants qui ont fait que j'ai développé un grand intérêt pour tout ce qui était environnemental. Je voulais savoir dans quelle sorte de monde j'allais éduquer ces enfants-là. Et j'ai fait des choix en conséquence pour tu sais, avoir une souci pour leur santé, pour la santé de la planète. Donc, et j'ai commencé des études en environnement à ce moment-là aussi parce que j'étais pas du tout là-dedans. J'étais musicienne et j'ai entrepris une maîtrise en environnement, donc suite à la naissance de mes enfants. Et maintenant, ça fait 7 ans que je suis au GRAM. Et je m'éduque encore tous les jours. Je dois dire, ça finit jamais, ça développe beaucoup, ça se développe beaucoup, ça change tout le temps ce qui se passe en environnement. Donc, il faut rester sur le qui-vive. Et j'ai mis cette image d'Équiterre parce que je la trouve très éloquent.
pour une belle illustration du changement qu'on est en train d'opérer. Ben, on espère qu'on est en train d'opérer, qu'on a cette image de nous-mêmes quand on pense la première image en triangle avec l'humain qui est en haut d'une espèce de pyramide de toutes les espèces sur Terre. Et puis la deuxième image, qu'on met l'humain en fin de compte dans le cercle avec toutes les autres espèces, toutes les autres formes de vie sur Terre. Puis c'est ça, on doit se remettre en partie de l'écosystème et pas au-dessus de l'écosystème terrestre. Et c'est ça c'est un équilibre très fragile, très important. Si on veut que tout continue à exister, puis toutes les choses, les ressources euh, qu'on utilise restent disponibles, et qu'on ait une bonne qualité de vie. On doit se voir comme ça en cercle avec toutes les autres espèces vivantes et pas en haut d'une pyramide et mettre les autres espèces à moins important parce que c'est notre monde qui en dépend. Alors voilà, c'est pour la petite intro. Sans tarder, bon, alors pourquoi je suis ici? Mais c'est notamment, je vais juste peut-être demander à Tania Laurence si vous voulez vous présenter. Donc, Tania Fini, je suis sur le conseil d'administration de l'AVM et en fait, nous voulions là, vous donner une conférence sur l'impact environnemental d'une alimentation végétale. Donc, nous avons contacté Femke, je m'excuse si je ne dis pas bien ton nom, pour venir là, donner cette conférence là, pour vous aujourd'hui. Merci Tania. Laurence, est-ce que tu veux te présenter aussi? Oui, bah, simplement, je suis donc Laurence et je suis aussi, sur le conseil d'administration de l'AVM. Merci beaucoup. Alors, Merci. c'est à votre invitation que je suis là. Et l'idée, c'est donc de vous présenter, mais justement, dès on a déjà fait le choix de couper les protéines animales de notre régime, qui est un choix environnemental, un choix en soi très, très sain, très, très bon pour l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de notre alimentation à laquelle il faut faire attention? Donc, je vais faire le tour de ces aspects-là. Je vais donc pas parler du tout du fantastique choix de ne pas manger de la viande ou de moins manger de la viande, mais je vais voir tous les autres enjeux qui entourent notre alimentation. Donc, sans tarder, mais le premier aspect que je veux aborder, c'est bien sûr le choix, est-ce que je dois manger biologique ou non? C'est quoi d'abord le biologique? Est-ce que vous avez une réponse pour moi? Laurence? Sans pesticides? Moi, je dirais sans pesticides. Sans pesticides, sans intrants chimiques, donc aussi les Mmh. fertilisants chimiques, on essaie d'éviter tout ça. Donc ça, c'est le minimum du biologique. En fin de compte, ça peut aller plus loin, ça peut aussi dire que prendre soin de la santé de la terre dans laquelle on cultive, prendre soin des autres espèces qui entourent notre ferme, notre lieu de production. Quand on a des animaux qui sont élevés de façon biologique, c'est leur nourriture qui est biologique et aussi le traitement qu'ils subissent qui est différent que les animaux non élevés biologiquement. Ensuite, excusez-moi. Et pourquoi on mange en bio? Est-ce que c'est pour notre santé ou c'est pour autre chose? Parce que c'est à la fois pour notre santé et la santé de la planète. Justement. C'est ça, notre santé, souvent les gens pensent d'abord que c'est bon pour notre santé. En fait, c'est pas prouvé très clairement encore que le biologique est vraiment mieux pour notre santé. Il y a certaines études qui indiquent que oui, on a un petit peu moins certains aspects de manger biologique, c'est mieux pour nous, mais c'est surtout l'impact sur la planète, sur l'environnement des fermes où on cultive de façon bio qui est vraiment différent. C'est énormément mieux pour la santé de nos écosystèmes et des fermiers aussi qui travaillent sur les champs, qui sont beaucoup moins en contact avec des produits chimiques qu'ils utilisent. Donc c'est cette santé-là qu'on doit avoir en tête d'abord et ensuite la nôtre.
un grand problème avec les biologiques, c'est souvent, là, c'est la première chose que les gens me disent, que mais oui, mais c'est trop cher, tellement cher le bio, là, je ne peux pas me permettre d'acheter bio. Alors, si je n'achète pas bio, à quoi je dois faire attention? Alors là, j'ai mis deux petites listes qui viennent d'un groupe environnemental américain. Bio or not bio, that's the question. J'ai trouvé ça trop drôle de mettre ça là. Et eux, ils ont fait une liste de Dirty Dozen et puis de Clean 15. Mais d'abord, donc, ça, c'est si on ne peut pas payer un légume bio, un fruit bio, mais on peut faire attention à de choisir des fruits et légumes qui sont moins arrosés que d'autres. Donc, dans les Dirty Dozen, tu as justement les champions de l'arrosage. Donc, sur les fraises, les épinards, les kales, ce sont des fruits et légumes qui sont le plus arrosés avec des pesticides où on utilise le plus d'intrants chimiques. Et puis, dans les Clean 15, on voit donc les légumes et fruits qui sont le moins arrosés et le moins affectés par l'usage de produits chimiques. Je ne sais pas si vous voyez déjà, si vous avez déjà des questionnements en regardant ces listes. Moi, j'en avais tout de suite. Non? OK, mais c'est ça. Quand on regarde dans les Clean 15, le premier légume qui est là, ou le premier fruit, en fin de compte, c'est l'avocado. L'avocado, je ne sais pas si vous le savez, elle ne pousse pas au Canada, de un, donc ça vient de super loin. De deux, c'est un légume qui a devenu populaire dans les 10-15 dernières années, énormément plus populaire qu'elle était avant. Et ça a provoqué qu'on a commencé des monocultures d'avocado dans les pays comme le Mexique et d'autres pays d'Amérique centrale. On a coupé des forêts pour planter juste des avocados. Pour produire un avocado, ça prend 350 litres d'eau. Et bien sûr, là aussi, si ce n'est pas un avocado biologique, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup de chimiques, mais il y en a quand même un peu de chimiques aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Ensuite, vous voyez, il y a des légumes fruits avec un petit étoile à côté. Pourquoi? Parce que ce sont des légumes fruits dans lesquels on utilise des organismes génétiquement modifiés. Donc, ces fruits et légumes-là ont été manipulés pour être mieux, pour augmenter leur production, leur productivité. Les OGM, ce n'est pas nécessairement mauvais si on traite un légume ou un fruit avec un OGM qui, par exemple, augmente la résistance aux sécheresses, certaines conditions climatiques, ça peut être bien. Ce qui est par contre très dangereux, c'est les OGM qui incluent dans une résistance aux pesticides. Donc là, on va insérer une résistance aux pesticides dans, par exemple, le blé d'Inde. Et ça fait qu'on peut arroser un champ de blé d'Inde, tout va mourir sauf le blé d'Inde parce que lui est résistant à ce pesticide-là. Donc ça, c'est très problématique parce que ça n'encourage pas du tout une diminution d'utilisation de pesticides, par exemple. Et on ne sait pas aussi si cette espèce d'OGM-là, si c'est mauvais pour notre santé. Ça, c'est un autre aspect qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Mais bien sûr, donc ça, c'est à voir. Ensuite, c'est ça, dans cette liste de Clean 15, on voit d'autres fruits et légumes qui viennent de super loin. Donc, pensez à le transport que ça prend pour amener ces fruits et légumes-là ici. C'est quand même un impact important, même s'ils sont peut-être moins arrosés des pesticides. Juste pour votre information, donc ça, c'est le Environmental Working Group qui a publié ces listes-là. C'est un groupe très intéressant si vous voulez le consulter sur le web. Il y a beaucoup d'informations sur l'alimentation. Donc, si on achète bio, mais on évite donc les pesticides, donc même les Dirty Dozen, on peut le citer. Donc, ça, c'est en fin de compte les fruits et légumes qu'on doit choisir en premier quand on achète bio. Si j'ai un légume ou un fruit à acheter bio, mais ça va être mes fraises et mes épinards parce qu'ils sont tellement arrosés, c'est vraiment mieux de les acheter bio. Si mon bio est vraiment trop cher, mais je vais choisir d'abord peut-être un asperge ou un petit pois. Un petit poisson congelé. Ça, je trouve ça aussi très spécial qu'il était là. Mais en tout cas, pour vous donner un petit aspect. Ici aussi, ça, c'est des listes américaines. Dernière petite chose.
on peut, quand on achète pas bio, s'informer auprès du fermier qui a produit votre fruit et légumes, s'il a fait des efforts pour diminuer ses arrosages. Par exemple, les pommes, je sais que c'est très difficile de les produire de façon biologique. Donc souvent, les producteurs de pommes vont quand même faire des efforts pour diminuer les arrosages et vous pouvez les questionner là-dessus, vous pouvez vous informer et trouver des pommes peut-être pas bio, mais vraiment d'une culture beaucoup plus raisonnable qu'une culture traditionnelle. Au Québec, il y a un petit légume, il y a un ami à moi qui m'a fait remarquer qu'au Québec, à cette liste s'ajoutent les canneberges. Les canneberges québécois semble-t-il, sont des champions des produits chimiques. Donc, faire attention à ça aussi, acheter les canneberges bio. Comment savoir si quelque chose est bio? Mais voilà, donc on a des certifications accréditées. Accrédité, ça veut dire qu'au Québec, ces certifications-là qui sont reconnues d'être des vraies bonnes certifications crédibles qu'on peut vraiment faire confiance. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des certifications bidons. Il faut faire attention que c'est pas parce que l'étiquette est verte que c'est biologique. Donc, vraiment regarder qu'il y a une de ces étiquettes-là qui sont là, puis que c'est marqué que c'est accrédité. Et ce n'est pas juste pour les fruits et légumes, c'est pour toutes sortes d'autres produits aussi qu'on peut les trouver, ces certifications-là. Donc, les céréales, le tofu, le fromage, tu sais, il y a plein de produits biologiques qu'on peut trouver dans nos supermarchés, dans nos épiceries. Prochain élément, l'équitable. Donc, ça, c'est une autre certification. Bien sûr. Est-ce que vous savez à quoi elle sert, cette certification-là? Laurence? Je dirais pour une rémunération décente des travailleurs du circuit. Oui, absolument. C'est un des aspects les plus importants de la commerce équitable. Donc, c'est aussi cette sigle-là qu'il faut trouver, Fairtrade. Ça garantit donc le respect et le bon traitement des travailleurs et des producteurs de denrées. Donc, le bon traitement inclut un meilleur paiement, mais c'est pas juste ça. En fin de compte, il y a plusieurs autres éléments qui sont pris en considération pour recevoir cette certification-là. J'aime beaucoup le petit bande dessinée avec les petits chocolats qui se discutent leurs différences. Le chocolat, c'est ça, l'équitable est très important pour des produits qui viennent des pays où les conditions ne sont pas nécessairement bonnes pour les travailleurs, travailleuses. Donc, dès qu'on achète du café, du chocolat, du thé et d'autres produits plus exotiques, l'équitable devient vraiment intéressant. Ici, c'est justement tous les aspects que l'équitable peut comprendre. Ça vient du World Fair Trade Organization. Donc, c'est pas juste la rémunération, mais aussi les opportunités pour les producteurs, les avantagés, la transparence et la responsabilité, c'est très important. Des pratiques commerciales équitables, le juste prix qu'on a parlé déjà, pas de travail forcé d'enfants, c'est sûr que c'est ni des enfants. Pas de discrimination, l'égalité des chances, les bonnes conditions de travail, les formations, la promotion, le respect de l'environnement fait partie de l'équitable aussi. Donc, c'est toutes des choses qui sont vraiment intéressantes à respecter quand on regarde la production dans d'autres pays moins avantagés au niveau démocratie ou tous les autres aspects sociaux qui rentrent en ligne de compte. Ensuite, j'ai fait un petit chapitre sur l'eau. On pense souvent, c'est ça, quand on pense à l'impact de notre alimentation, on pense aux terres, on pense aux gaz à effet de serre, mais l'aspect de l'eau, on n'y pense pas toujours et c'est parfois assez surprenant. Moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup appris juste en regardant la petite statistique que je vais vous présenter maintenant.
les aliments les plus gourmands en eau. On sait déjà que pour la viande, ben, ça prend beaucoup d'eau pour élever des animaux. Ça prend beaucoup de ressources en nourriture et en eau, mais aussi pour d'autres produits, ça prend beaucoup d'eau. Par exemple, le chocolat. Le chocolat, c'est le champion de consommation d'eau. Je ne le savais pas et ça m'a vraiment surpris. Donc, bon, mais le chocolat, c'est vraiment un produit de luxe. Il ne faut pas en abuser. Et le café aussi. Donc, c'est les deux plus, c'est ça, le plus gourmand en eau avant la viande bovine. Donc, c'est quand même quelque chose à penser-y bien. Ensuite, l'autre produit qui prend beaucoup d'eau, ce sont les différentes noix. Donc, le noix de cajou, mais aussi les pistaches, les noisettes et les amandes. Donc, les noix aussi sont assez gourmands en eau pour produire les noix. On mange quand même beaucoup. Tu sais, c'est une bonne source de protéines, mais c'est quand même aussi, il va savoir comment les choisir. Encore une fois, je dirais pour ces produits-là, donc qui consomment énormément d'eau, choisissez-les de façon biologique et équitable pour qu'au moins leur production soit bien entourée des meilleurs soins possibles et que donc l'eau utilisée l'est à vraiment bon escient et pas d'une façon en plus néfaste pour l'environnement. Voilà, le thé, intéressant. Les lentilles, ça c'est très surprenant. Je trouve que les lentilles utilisent plus d'eau que de la viande porcine. Ça, c'est vraiment surprenant. Mais c'est donc important aussi de regarder cet aspect-là. Bon, je suis rendue à un autre aspect, local et de saison. Ça, c'est deux aspects qu'on a beaucoup appris pendant les pandémies. Oups, excusez-moi, pardon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce petit panier-là. Pendant les pandémies, le gouvernement a mis de l'avant le panier bleu. Hein, c'est acheté québécois. On avait des problèmes d'approvisionnement. Puis aussi, on avait beaucoup tous nos producteurs, nos restaurants. Et tout le monde avait beaucoup de misère, beaucoup plus de misère à vendre leurs produits. Donc, d'encourager l'économie locale, ça devenait quelque chose de très intéressant, très important. Et c'est une bonne chose. Je pense que ça nous a amené cette conscience-là pour faire attention à ce qui se fait ici et de découvrir des produits qui se font ici. Tu sais, parfois, on n'est même pas au courant que certains produits se fabriquent ici puis qu'on peut aussi bien les acheter au Québec. Et on n'a pas besoin de les importer. Donc, les impacts, c'est ça, les impacts qu'on veut adresser avec l'achat local puis l'achat saisonnier. C'est bien sûr le transport d'abord. Le transport représente en moyenne que 10% de l'empreinte climatique d'un produit alimentaire, mais pour les fruits et légumes qui ont un très faible impact environnemental en général, ça augmente beaucoup. Là, ça devient vraiment comme la moitié de l'impact environnemental de fruits ou de légumes. Ça vient du transport. C'est ça. Donc là, ça devient quand même intéressant de savoir d'où vient ma pomme ou ma carotte. Et si on va acheter local, mais ensuite, l'achat saisonnier vient un peu avec naturellement parce que acheter des fraises en janvier, c'est très difficile. Donc, si on veut acheter des fraises, on va les acheter quand c'est le temps des fraises, si on va avoir des fraises du Québec. C'est ça. Il faut faire très attention aux serres et aussi aux locaux d'entreposage. L'entreposage et la production en serre, c'est deux choses qui prennent beaucoup d'énergie et qui peuvent parfois vraiment nous jouer des tours pour l'impact environnemental. C'est ça. Une façon pour acheter local qui est très intéressant, c'est bien sûr les paniers de fermiers qu'on peut acheter, par exemple, via Équiterre, le programme le réseau des fermiers de famille d'Équiterre. On peut s'abonner sur un panier de légumes qui se fait livrer en point de chute. Donc là, on est sûr qu'on a des légumes
locaux et de saison pendant toute la saison des légumes et fruits. Voilà. Et c'est sûr aussi l'emballage, quand on achète un fruit ou un légume qui vient de proche, mais on n'a pas besoin de l'emballer autant que quelque chose qui doit venir de l'autre bout du monde et qui doit venir le transport. Donc, ça aussi, c'est intéressant de savoir. Je vais quand même vous citer une petite étude sur madame qui a fait une comparaison entre le régime végétalien en janvier et un régime locavore, mais incluant de la viande en janvier. Et elle a trouvé que le régime végétalien a moins d'impact environnemental qu'un régime locavore incluant de la viande en janvier, là, on parle toujours en hiver, même en important des fruits et légumes, parce que les émissions liées à l'entreposage des laitues et des pommes, par exemple, sont supérieures à celles de l'importation de ces produits. Alors, voilà. Puis, par exemple, une carotte, son impact environnemental vient de 60% de l'entreposage. Donc, acheter une carotte québécoise au mois de mars, c'est peut-être pas un si bon choix que ça, même si on achète local. C'est drôle, hein? Moi, je n'avais jamais pensé à ça, mais il semble-t-il que ce serait vraiment... c'est intéressant de voir ça. Donc, l'entreposage, c'est pas à négliger. Voici un bel exemple d'entreposage. Donc, plus important qu'on ne pense. Ensuite, c'est aussi donc les serres, donc les productions en serre qui se prennent énormément d'énergie. Est-ce qu'il faut acheter un légume bio produit en serre ici en hiver ou est-ce qu'il faut acheter un produit bio qui vient peut-être de notre pays? Peut-être que c'est donc mieux qu'il vienne de notre pays. C'est pas si simple que ça. Voilà. Saviez-vous aussi qu'il y a d'autres produits qu'on peut acheter local maintenant? Moi, je suis très, tu sais, par exemple, le tofu, il y a beaucoup de producteurs de tofu au Québec. En tout cas, beaucoup, il y en a plusieurs. C'est vraiment le fun. Il y a maintenant aussi un tempeh québécois qu'on peut trouver. Ça aussi, c'est le fun. Et tous les produits faits avec des pois, les produits protéinés, il y en a aussi des qui sont ici. Et ma dernière découverte locale que j'ai hâte d'essayer, c'est les graines de caméline. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. La caméline, semble-t-il, c'est vraiment c'est un produit québécois et ça peut remplacer le sésame, les graines de chia et de pavot. C'est très riche en protéines et on peut faire une huile avec aussi, donc pour remplacer par exemple l'huile d'olive qui vient d'Italie ou de Grèce. C'est très, très intéressant. Dernier petit mot pour les marchés. Donc, le marché Jean Talon, bon, ça c'est un des marchés qu'on a, mais même si on n'a pas un marché proche de chez nous, on peut parfois avoir une livraison. Comme eux, ils ont maintenant peut acheter au marché en ligne. Et petit fait vraiment le fun, c'est qu'ils font la livraison en vélo cargo, donc avec des vélos électriques. Donc, ça, c'est super sympathique. Donc, on peut quand même, même si on n'habite pas à côté du marché, on peut profiter des produits du marché sans trop d'impact environnemental. Ensuite, bon, mais là, on parlait de marché. Donc, là, moi, je vais parler de vrac, l'achat en vrac. J'ai déjà mentionné tantôt l'impact de l'emballage. Les emballages, c'est une grande partie de nos déchets. Et puis, on essaye de les éviter. On a trop de déchets, on produit beaucoup trop de déchets, on va les diminuer, tout le monde le sait. Mais l'achat en vrac, c'est une des solutions pour ça. Donc, tantôt, comme je parlais du marché, mais ça, c'est un excellent endroit pour éviter les emballages. Notamment, on trouve beaucoup de vrac au marché, mais aussi plusieurs commerçants qui vous offrent du vrac, et pas juste des légumes, mais aussi beaucoup d'autres produits. C'est ça. Je pense que vous avez peut-être, si vous êtes chanceux ou chanceuse, vous avez une épicerie dans le coin qui vous offre du vrac et qui vous permet d'amener vos propres plats
que vous pouvez remplir sur place. Donc, ça, c'est génial. Il y a l'Association québécoise du zéro déchet où vous pouvez trouver toutes les adresses des entreprises qui vous offrent du vrac et de la possibilité d'amener vos propres plats. Aussi des restaurants, on peut amener nos propres plats pour les repas à emporter. C'est quand même de plus en plus présent, donc ça, c'est vraiment agréable. Parfois, il est difficile d'échapper aux emballages, surtout en hiver, et surtout si on va acheter des légumes et fruits importés. Si je veux pas, il faut les emballer. Les emballages sont nécessaires pour prolonger la durée de vie des légumes et fruits sur l'étal. Parfois, c'est vraiment inévitable. Donc, c'est pas, mais il ne faut pas se sentir trop mal non plus si on achète à un moment donné des fruits et légumes emballés. Tu sais, si on a le choix, tu sais, je le vois parfois, tu sais, la concombre biologique, elle est en plastique et la concombre non biologique, elle est en vrac. Alors, laquelle est-ce que je dois acheter? C'est un beau dilemme. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Non. Alors, j'ai dû y penser un petit peu, mais en fin de compte, si votre légume non biologique est local et de saison, mais allez-y pour le concombre non biologique sans emballage. Mais si votre concombre non biologique, elle vient d'un serre québécoise, moi, j'irais pour le concombre biologique en plastique parce qu'au moins, j'ai moins d'impact de ce côté-là. Et elle n'est pas produite en serre, donc elle aura un petit peu moins d'impact. C'est pas facile, hein, ces espèces de choix-là. Voilà. Bon, ça m'amène à un autre aspect de notre alimentation qui est quand même important. C'est le gaspillage alimentaire. Ça, en fin de compte, je pourrais faire une présentation juste sur le gaspillage alimentaire. Elle est énorme. Elle est vraiment beaucoup plus grande qu'on pense parfois. Le gaspillage alimentaire, ça se fait où? Ça se fait quand? Ça se fait autant, donc lors de la récolte, déjà, on gaspille des aliments, on perd des aliments. Dans le transport et de l'entreposage, on perd encore des aliments. La transformation, une autre perte. La distribution, beaucoup de pertes. Et ensuite, la consommation, mais tout ce qu'on achète parce qu'on n'arrive pas à consommer tout ce qu'on a acheté à temps ou parce qu'on n'aime pas ou qu'on n'a plus faim ou on oublie dans le frigo. Toutes ces choses-là. Donc, une grande quantité de ce qui est produit en aliments est gaspillé. 1/3 milliard de tonnes par an, 1/3 de la nourriture produite dans le monde. Donc, ça, c'est les chiffres mondiaux, sont énormes. Et malheureusement, au Canada, on fait vraiment pas mieux, on fait encore pire. C'est à peu près la moitié des produits canadiens qui sont gaspillés, perdus dans tout notre processus. C'est fou quand on pense qu'il y a tellement de gens dans le monde qui ont faim et nous, on gaspille si allègrement des grandes quantités de nourriture. C'est ça le produit, le portrait canadien, excusez-moi. Et quand on regarde, donc, qu'est-ce qu'on gaspille? On voit que c'est 30% des légumes, 15% c'est des fruits, 13% des restes de table, et ensuite on arrive dans les pâtisseries et les produits boulangers, les produits laitiers 7%, les viandes 6%, c'est ce qui m'étonnait. En fin de compte, je pensais que ce serait plus, mais... Et puis les autres, ça comprend en fin de compte les collations, les desserts, les huiles, les boissons, donc 20% de ça. Il y a Donc, une question dans le chat, Feb. excusez? Il y a une question dans le chat. Oui? Rosa veut savoir si vous recommandez l'achat des aliments chez Loufa, si par exemple le légume est bio, mais pas sans fer à Montréal. Oui. Mais Loufa, je pense que c'est un excellent choix. Ils offrent des très beaux paniers. Oui, oui, absolument. Puis, je pense qu'ils font aussi un bon choix pour les autres produits qu'ils offrent. Oui, beaucoup de produits biologiques. Un peu plus cher. Oui. Donc ici, je vais
pourquoi est-ce qu'on gaspille autant au Canada? Mais qu'est-ce qui est spécial au Canada, c'est qu'on est un énorme pays, c'est vraiment grand, et puis on n'est pas beaucoup de monde dedans. Donc, le transport prend beaucoup, beaucoup de temps. On a des transports longs, et donc le risque de perte lors du transport est très, très grand. Aussi, on est une population qui n'a pas été éduquée. Moi, j'ai un petit billet comme européenne, mais j'ai toujours cru que parce que c'est une population qui n'a jamais vécu la guerre, n'ont jamais appris qu'est-ce que c'est de ne pas avoir assez à manger. Et moi, je suis d'une génération, moi, je n'ai pas vécu la guerre, mais ma mère a vécu la guerre et ma mère m'a éduquée avec un certain souci de ne jamais gaspiller la nourriture parce que c'est comme ça qu'elle a grandi, elle. Et je pense que c'est quelque chose qui est peut-être plus naturel pour certains Européens, mais ça doit se perdre maintenant en Europe aussi parce que bon, ça fait longtemps aussi qu'il n'y a pas eu de guerre là-bas. Mais c'est peut-être complètement biaisé comme attitude. Mais j'ai l'idée qu'on gaspille énormément ici, puis c'est vraiment triste. Donc, de vraiment faire attention. C'est quoi les conséquences du gaspillage alimentaire? C'est qu'on a beaucoup de déchets. On a des déchets, en fin de compte, qui devraient donc être compostés et qu'on ne composte pas encore assez. Et puis, ça va créer des gaz à effet de serre quand ils vont se ramasser dans les sites d'enfouissement. Un autre, donc ça, c'est une conséquence quand même assez importante. Est-ce qu'il y a des solutions au gaspillage alimentaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose là-dessus? Je pense qu'on a déjà beaucoup de solutions qui se mettent en place tranquillement. Laurence, tu avais une... Non, non, je me disais que ça a engendré, certes de la pollution liée au gaspillage et au traitement des déchets, et cetera, mais ça a créé aussi de la pollution en amont sur la culture de toutes ces ressources alimentaires, la déforestation, et cetera, enfin. Oui, c'est sûr, de tous les impacts environnementaux de notre production qui, en fin de compte, n'est pas nécessaire. Oui, Mmh. et c'est ça qui est triste. Parmi les solutions, mais on voit déjà beaucoup d'efforts qui se mettent en place tranquillement. On récupère des légumes non vendus dans les supermarchés pour les donner à des banques alimentaires. On fait des recettes avec des restes alimentaires qui sont plus bons. Il y a des entreprises qui se spécialisent dans la récupération de certains rejets pour les remettre sur le marché. Par exemple, l'entreprise Loop qui fait des jus, des bières, maintenant des gins même, avec des restes alimentaires. Donc, les frigos communautaires qui se sont mis en place ici par là. Donc, il y a une conscience qui se fait des cuisines collectives. On peut trouver des solutions, mais c'est encore au début. Puis je pense qu'on doit faire beaucoup plus d'efforts pour éduquer les gens de moins gaspiller, mais aussi moins gaspiller pendant toutes les autres étapes avant qu'on est arrivé à la consommateur. Donc, ce n'est pas juste le consommateur qui doit tout porter ça, mais aussi les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Et bien sûr, si on achète des choses qui ont moins été soumises à une transformation ou un transport, mais on a aussi moins de gaspillage. Donc, ça, c'est encore un argument pour acheter local avec un chemin court et peu ou pas d'entreposage entre les deux, qui risque d'augmenter le gaspillage, les pertes. Ensuite, là, c'est la partie la plus le fun. On a encore des options supplémentaires. On a des options supplémentaires pour diminuer nos impacts environnementaux. J'appelle ça des options insoupçonnées. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je parle ici des aliments oubliés ou même méconnus ou des choses oui, que vous n'avez peut-être jamais considérées comme à mettre sur votre assiette, mais qui peuvent vraiment faire partie de votre alimentation. Est-ce que vous connaissez les plantes que vous voyez ici, selon vous?
Je reconnais seulement la betterave, mais c'est la première, j'ai ça qui pousse dans mon jardin. Oui, Je sais pas c'est quoi. je vais te l'aider. Et le dernier? Non? Non. Je vois pas bien. Alors, vous voyez ici deux mauvaises herbes et des betteraves. Oui, des betteraves, mais je les ai mis parce qu'elles ont des superbes feuilles, ces betteraves-là. Et ces feuilles-là sont délicieuses. Je ne sais pas si vous les avez déjà mangées, mais moi, c'est maintenant, j'achète mes betteraves surtout pour les feuilles. Ah oui, il y a des betteraves aussi, mais les feuilles sont tellement délicieuses. J'adore ces feuilles-là. Donc, c'est vraiment de regarder ces légumes parfois avec un autre œil et de voir qu'il y a d'autres parties qui sont aussi très bons. Moi, je fais un pesto avec des feuilles de radis et des feuilles de daikon qui est délicieuse. C'est vraiment bon, c'est super. Et les feuilles de betterave, mais ça se mange comme des épinards ou tu sais, dans un sauté, n'importe quoi, là, sont vraiment bien. Puis ça donne une belle couleur rose, là, c'est super beau. Alors, les petites plantes à côté, c'est des mauvaises herbes. C'est des mauvaises herbes qui poussent partout dans votre jardin, sur le trottoir, terrain vague, n'importe où. Là, vous allez les trouver. Euh, le premier ici, c'est le chou gras. Le chou gras, déjà, le nom l'indique, là, c'est un chou gras. C'est un super aliment. C'est une petite mauvaise herbe qu'on peut manger. Surtout les jeunes feuilles sont délicieuses. On peut le mettre en salade. Vous pouvez le manger cru dans votre sandwich. C'est un très bon aliment, très riche en nutriments. Puis ça, c'est ça. On n'a même pas besoin de cultiver, elle fait ça tout seul. Elle se cultive à merveille n'importe où. Et l'autre ici à côté, c'est le pourpier. C'est une autre mauvaise herbe qu'on appelle, qui aussi pousse partout sur les trottoirs, entre les pierres. Dès qu'on fait pas attention à notre jardin, il y en a qui vont apparaître, vous allez voir. C'est un peu une plante, c'est un peu grasse, sauf que les feuilles sont plus épaisses, donc elle a plein d'eau. Ça aussi, elle a un petit goût surette, très très bonne en salade, puis vraiment, vraiment bien à manger, puis pleine de nutriments. Donc, il y a des plantes comme ça qu'on ne mange plus ou qu'on ne mange pas, puis qui sont pourtant vraiment nutritives et intéressantes à inclure et qui coûtent rien à produire parce qu'elles poussent super bien sans vraiment aucune attention. Donc, ça, c'est vraiment le fun à faire. Je vais vous montrer. Il y a un livre que j'aime beaucoup, ça s'appelle Forêt. Ça a été écrit par Gérard Legal et Ariane Paré-Legal. Ça nous donne justement un aperçu de plein de plantes et d'arbustes et d'arbres même qu'on rencontre dans la nature, dans la forêt ou dans les prés, dans les champs autour de nous. Des trucs communs là, que tout le monde connaît, qu'on rencontre vraiment régulièrement, mais qui sont tous des parties comestibles et qu'on peut donc facilement inclure dans notre assiette. Et c'est super le fun. Il donne des recettes aussi dans ces livres-là. Moi, je l'adore. C'est à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Et ils viennent maintenant de publier une guide qui s'appelle Cueillir la forêt, qui est plus petit puis qui est plus pratico-pratique, que tu peux donc amener quand tu vas faire ta balade en forêt, mais tu amènes ce petit guide-là, puis tu peux cueillir à fur et à mesure que tu rencontres les arbres ou les plantes qu'on peut manger. L'autre photo, est-ce que ça vous intéresse? Non! Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont un grand dégoût, mais là, en fin de compte, l'image est vraiment particulièrement, comment dirais-je, explicite. On peut manger des insectes, oui, on peut manger des insectes. On voit de plus en plus d'intérêt pour la valeur nutritive des insectes. Peut-être pas les manger comme ça peut encore provoquer beaucoup de dégoût chez beaucoup de gens, mais il y a 2000 espèces d'insectes qui sont comestibles, si vous ne le saviez pas, là, c'est beaucoup. Et il y a déjà 2 milliards de personnes qui en consomment, peut-être pas quotidiennement ou pas quotidiennement, mais qui en mangent déjà des insectes. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose qui existe dans d'autres parties du monde, puis c'est souvent aussi des très bonnes sources de protéines, vraiment intéressantes. Ici, au Québec, on a déjà commencé la production de farine de grillons. Donc, les grillons à farine, c'est beaucoup plus facile à intégrer qu'un grillon entier, je dirais. Moi-même, j'ai mangé des ténébrions, des grillons, donc ça,
je trouve ça plus ou moins intéressant, mais je veux bien que ça s'ajoute comme source de protéines dans certains aliments, ça peut être vraiment intéressant. L'Insectarium a lancé récemment sa boîte culinaire Antonomium. C'est conçu par le chef Daniel Vézina. Donc, c'est vraiment pour faire connaître ces produits-là au grand public et pour les rendre plus acceptables. Mais comme je disais, la farine, la poudre de grillon et les barres nutritives NAC, par exemple, ça se trouve déjà assez facilement dans plusieurs épiceries. Donc, essayez-les, c'est une autre avenue qui peut s'ajouter à notre nourriture. Il y a aussi d'autres produits inusités qui sont parfois mis de l'avant. Dernièrement, j'ai lu sur les coquillages et d'autres mollusques qui se trouvent au Québec, qui sont très peu exploités et qui seraient très bons à mettre au menu, qui sont très disponibles parce qu'on sait comment toute la nourriture venue de la mer, tu sais, tous les poissons sont en effondrement, les stocks de poissons et tout ça. Donc, c'est vraiment d'autres espèces qu'on pourrait découvrir qui ne sont pas en effondrement, qui sont plus faciles à faire vivre. Mais même si on ne veut pas manger donc des animaux incluant les coquillages, mais pensez aussi aux algues. Les algues, c'est un autre produit qui est vraiment intéressant, très nutritif, facile à produire. Très intéressant aussi parce que, par exemple, dans un ferme d'algues, on fait de plus de produire un produit qui peut nous nourrir. Ça peut absorber beaucoup de CO2. Donc, ça devient très intéressant la production d'algues. C'est quelque chose que j'ai hâte que ça va se mettre en place plus souvent et à plus grande échelle. Parce que je pense qu'il y a un grand avenir pour les algues. Aussi, pour faire d'autres produits, il y a par exemple un plastique qui peut se faire avec des algues. Il semble que c'est génial. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. Mais là, je quitte le monde alimentaire. Je vais vous garder un petit peu avec moi. Pour finir, ben, je vais juste faire un petit rappel, donc un petit résumé, juste sur quand même l'impact de nos choix alimentaires sur les gaz à effet de serre. C'est une image que j'aime bien, qui vient d'une étude américaine qui compare donc les impacts selon les émissions de gaz à effet de serre. C'est une étude suédoise, désolée, je suis dans le champ. Ça résume bien quand même, c'est quand on regarde une alimentation omnivore d'origine locale, la première assiette en haut, c'est moins 9% de gaz à effet de serre. Si on si on mange bio en plus, on ajoute un autre 8% de moins, en fait, on enlève un autre 8%. Si on mange en saison, c'est déjà moins 16% de gaz à effet de serre. Si on mange végétarien avec produits laitiers, moins 46%. Si en plus on mange végétarien et de saison, moins 62%. Puis les végétaliens sont les champignons, sont les champignons, c'est les champions, en diminuant leur gaz à effet de serre avec 75%. Encore, les végétaliens américains, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Je trouve que ça résume quand même bien tous les choix qu'on a, toutes les différentes options qu'on va prendre en ligne de compte quand on fait des choix alimentaires. Donc, c'est ça, oui, végétarien, végétalien, mais aussi donc de saison, bio et tous les autres aspects qu'on a parlé aujourd'hui. Ensuite, il y a cette image-là que je trouve très intéressante. C'est une étude par l'organisme Eat Lancet, un groupe de scientifiques du monde entier qui regarde les problèmes environnementaux du système alimentaire. Leur assiette, donc, représente un repas qui serait très bon pour la santé de la planète, mais aussi pour notre santé. Et l'autre côté, vous avez l'assiette. Est-ce que vous le connaissez? Cette assiette-là, vous l'avez déjà vue? Oui, je vois des oui. C'est pas le nouveau guide canadien? Oui, c'est ça. C'est l'assiette du guide alimentaire canadien qui a fait beaucoup de remous, mais c'est drôle comment les deux se ressemblent. Donc là, ça serait une assiette qui est bon pour notre santé et ça, c'est bon pour la santé de la planète.
Les deux sont pareils. Donc, en fin de compte, si on mange des choses qui sont bonnes pour l'environnement, elles sont aussi bonnes pour nous. Donc, une moitié d'assiette en fruits et légumes, une grande partie de produits à base de grains entiers, une petite partie de protéines animales, une grande partie de protéines à base végétale, et puis, bon, les huiles et les autres produits qu'on peut ajouter, une petite partie. Donc, c'est bien, je pense, parce que c'est ça. Si on fait des choix qui sont bons pour la planète, c'est des choix qui sont bons pour nous. C'est encourageant. J'ai ajouté un autre petit diapo, juste pour voir d'où ça se place, c'est nos choix alimentaires. Est-ce que c'est vraiment important de faire des choix alimentaires comme ça, très, très bien pensés, puis plus poussés? Là, ici, il s'agit d'une recherche qui a été mise en graphique par le média montréalais 1.5 et qui compare les différentes actions qu'on peut faire pour diminuer nos gaz à effet de serre. Et là, on voit l'impact de ces gestes-là. Puis le régime alimentaire à base de végétaux arrive à peu près au milieu. Vous voyez, c'est le dernier carré orange dans l'impact modéré. Donc, c'est quand même une belle position. C'est important. Donc, on peut pas dire, oui, remplacer les ampoules par des DEL, c'est un petit impact de rien du tout. Mais là, on commence à vraiment avoir un impact plus important. Et on voit que dans les impacts élevés, mais c'est des gestes beaucoup plus drastiques. Là, on arrive vraiment, bon, mais je n'aurai plus d'auto, je ne prends plus d'avion, j'ai un enfant en moins ou pas d'enfant. C'est quand même des choix. Peut-être le vol transatlantique, on peut s'en passer de temps à autre, mais vivre sans voiture, c'est un gros changement de vie, puis dire que non, j'ai pas d'enfant, c'est un énorme changement de vie, donc c'est peut-être pas des choix qui se font si facilement. Donc, dans les choix abordables qui sont faciles à faire, là, je pense que le régime alimentaire fait quand même très bonne figure. Voilà, je suis rendue à vous donner mes ressources. Je pense que à fur et à mesure, j'en ai déjà mentionné plusieurs, par exemple Équiterre, qui est un organisme environnemental aussi très impliqué dans l'alimentation. Il y a plusieurs ressources sur leur site qui sont intéressantes, mais je vous suggère surtout donc le réseau des fermiers de famille. Ça fait longtemps qu'ils existent. Vous vous abonnez sur un panier et vous encouragez un fermier québécois biologique. C'est vraiment le fun. Puis il y a des points de chute partout. On peut en trouver partout au Québec. Seconde Vie, Second Life, c'est un autre panier. Eux, ils sont plus concentrés sur les légumes moches. Donc, c'est vraiment plus centré sur le gaspillage alimentaire pour diminuer le gaspillage. Mais ils ont des choix aussi biologiques et locaux. Donc, on peut faire un panier biologique et local chez Second Vie aussi. Et ils ont d'autres produits comme l'UFA, le prochain dans mon liste. L'UFA qui s'est fait remarquer parce qu'ils ont construit leur grande serre sur un toit à Montréal. Donc, ils produisent des légumes et fruits vraiment très localement à Montréal dans leur serre. Et ils ont aussi d'autres produits, mais souvent quand même de producteurs québécois et biologiques. Donc, c'est très intéressant aussi. Ils ont différents points de chute. Et puis, on peut aussi faire livrer à la maison, d'ailleurs aussi pour Seconde Vie, on peut faire livrer à la maison. Donc, c'est intéressant pour les gens qui sont moins à l'aise de se déplacer vers un point de chute ou qui n'ont pas de point de chute près de chez eux. Nourrir, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe d'achat d'aliments biologiques qui peut être très intéressant quand on trouve notamment le biologique très cher ou trop difficile. Et puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils achètent en vrac, ils achètent en gros, donc ça devient moins cher. C'est ça l'intérêt d'un groupe d'achat. Il faut par contre savoir si eux, ils ont un point de chute dans votre coin, ils en ont un petit peu moins que les autres que je viens de mentionner. Donc, informez-vous bien. Finalement, donc, l'Association québécoise du zéro déchet pour tout ce qui est vrac, c'est vraiment la ressource c'est les gens qui vendent en vrac ont souvent aussi un grand souci sur la provenance de leurs produits. Donc, ça va un peu ensemble, je dirais, une certaine responsabilité, une certaine conscience
ça l'amène plus loin aussi. Voilà, ça fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant. Je me demande s'il y a des questions. Des commentaires, des suggestions. C'est quoi votre aliment inusité préféré? Je vois les gens penser. Et aussi, c'est quoi votre solution au gaspillage préférée? Ça aussi, c'est intéressant. J'ai passé vite sur le gaspillage tantôt, mais je ne vais pas parler, par exemple, des trucs de conservation chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on risque de perdre quelque chose? Avez-vous des suggestions, des recettes, des façons de faire? Souvent, je vais congeler. Congeler. Je vais Congeler, c'est congeler. super. Oui, donc Ouais. tout pré-préparé, je vais congeler quand les fleurs d'ail sont à saison. J'achète, je hache l'huile d'olive. On fait des petits cubes, on met ça dans un sac en plastique, un Ziploc que je réutilise bien sûr dans le congélateur. Ça fait un petit oomph au niveau des sauces. Donc, congeler beaucoup, canage aussi. N'hésitez pas, Anida, Louis-Simon, Rosa, là, à utiliser le chat. Oui, Au oui, niveau des inusités, un de mes aliments préférés, c'est les choux de Bruxelles. C'est pas si inusité, mais souvent les gens n'aiment pas. Donc, ouais, c'est vrai. Oui, les choux brisés, c'est bon. Mais la congélation, puis quelque part, c'est tellement facile. Par exemple, moi, j'ai appris il y a quelques années d'un ami qu'on pouvait juste, c'est les tomates. Je mets 4-5 tomates dans un petit sac, je les mets au congélateur, je fais rien d'autre. Puis au moins, ça, je les sors en hiver, puis je fais une sauce. c'est vrai, C'est très paresseux, mais ça marche. ça fonctionne. Ouais. Ah, quelqu'un nous indique que le chat est désactivé. Ah, je En vois. tout cas, en utilisant questions-réponses, il est toujours possible de poser des questions dans la boîte questions-réponses. Ouais. En fait, c'est Ah dans la oui. question-réponse qu'on a indiqué que le chat était désactivé. Pourtant, tantôt, Rosa l'avait utilisé. Ben oui. En tout cas, moi, je vois le chat de cette conférence. Je ne vois pas qu'elle a des activités. Mhm. Je suis désolée, mais sinon, vous pouvez aussi ouvrir votre micro. Est-ce que c'est une possibilité, Laurence, en mode webinaire? Non, non, Non? malheureusement pour les spectateurs, mais sinon, juste avec questions-réponses, ça doit... Ah, je vois que quelqu'un a envoyé quelque chose. Non, c'est la même chose. OK. Et sinon, oui, une astuce anti-gaspi aussi en cette saison, là, c'est de faire à peu près des soupes avec à peu près tout. Avec tous les légumes encore abougris, Ouais, finissent en soupe et idem pour les fruits, ça finit en compote, compote à tout, soupe à tout. c'est ça. C'est très bon, oui. L'autre fois, justement, moi, j'ai un panier seconde vie, puis mon ananas, mon Dieu, il faisait dur. Alors là, j'ai fait pour la première fois de ma vie, j'ai fait une confiture d'ananas. C'est très bon. Mhm. Avec un vieux kiwi à côté. Yes. Mhm. On fait des découvertes. C'est bon. Ouais. La fermentation, ça, c'est quelque chose que moi, j'adore faire. C'est très simple. Quand on a un légume qu'on peut manger cru, on peut le mettre en fermentation facilement. C'est 1 litre d'eau, 30 grammes de sel, Oui. radis, vos concombres, c'est ça, des petits pois, n'importe quoi. On peut mettre ça Mhm. dans un pot 1 semaine, puis c'est fermenté, puis on le met au frigo, puis on peut le manger. Alors, ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour me donner cette opportunité d'explorer les différents aspects de l'alimentation. J'espère que ça vous a appris certaines nouvelles choses, puis qu'on va continuer à bien manger tous ensemble. Euh, je vais arrêter, stop recording.